Bonjour, bienvenue au courageux de la dernière séance de la journée. Merci d'être là. Nous allons donc essayer de comprendre les possibilités d'une Europe sociale, de cerner ces possibilités et je crois que le débat va être un vrai débat. Voilà, donc nous avons maintenant en France un président qui a étonné tout le monde en faisant campagne sur l'Europe, alors qu'on pensait l'idée européenne en totale perdition et l'euroscepticisme triomphant. Donc c'était déjà un événement assez intéressant. Et en même temps, comme il dit, il a aussi fait campagne sur l'Europe qui protège. Et c'est une idée qu'il promeut de manière assez consistante depuis son élection. Et on a vu notamment la France monter au créneau à Bruxelles sur le problème des travailleurs détachés. Alors donc, l'intitulé de cette session, c'est « Est-il encore temps pour l'Europe sociale ?» Quelle forme peut prendre cette Europe sociale? Donc à la fois, on va essayer de voir ça à la fois sur le plan politique et sur le plan technique. Pour parler de ce sujet, pas toujours facile, mais essentiel, car il a vraiment trait à la vie quotidienne des gens et à leur travail. Nous avons à ma droite, enfin ils sont tous à ma droite d'ailleurs, Eric Beinhocker, qui est directeur de l'INET, l'Institute for New Economic Thinking à Oxford University, donc institut pour une nouvelle pensée économique. Et cet institut travaille sur des questions assez larges qui vont de la stabilité du système financier à l'innovation, aux inégalités et au développement durable. Eric Beinhocker enseigne aussi au Santa Fe Institute et à la Central European University de Budapest, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour d'autres raisons. Voilà, et c'est un ancien de McKinsey. Je crois que vous avez passé près de 20 ans. Nous avons ensuite Claire Toumieux, qui est juriste, qui dirige le département de droit social, droit du travail, droit social, voilà, au cabinet Allen & Overy, pour lequel elle conseille de nombreuses entreprises. Et Claire Toumieux est aussi depuis 2 ans présidente de l'Association européenne de droit social, European Employment Lawyers Association. Et puis, last but not least, Xavier Bertrand, que vous connaissez certainement, président du Conseil régional des Hauts-de-France, une région qu'on a appelée, enfin plusieurs régions, hein, qu'on a appelées en d'autres temps le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Ça me fait toujours drôle de dire les Hauts-de-France. Et voilà, Xavier Bertrand a été député, il a été ministre de la Santé du gouvernement Dominique de Villepin, 2005-2007, et puis ministre du Travail, surtout, pendant toute la présidence Sarkozy. Il a aussi été secrétaire général de l'UMP pendant 2 ans. Voilà, alors nous avons Augustin Taufflib qui a fini HEC, qui prépare les concours administratifs à la Sorbonne et qui va cadrer ce débat, qui va nous donner les éléments qui nous permettront de ensuite rebondir et aller plus au fond de ces questions. Augustin. Alors, contre le chômage, on a tout essayé, disait un ancien président de la République. Mais est-ce qu'on a vraiment essayé la solution européenne? D'accord. Je recommence. D'accord. En effet, l'interconnexion étroite entre les économies européennes, mais surtout finalement l'exigence des citoyens de parvenir à un haut niveau d'emploi, semble en effet plaider pour une harmonisation des droits sociaux à l'échelle européenne. Alors, cette dimension sociale, elle n'est pas nouvelle. Elle était d'ailleurs très certainement présente dans l'esprit des pères fondateurs au sortir du conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'Europe. Mais toutefois, les droits sociaux ont, en tout cas dans l'imaginaire collectif, ont semblé finalement davantage une conséquence de la mise en place du marché commun, davantage que la véritable finalité de la construction européenne.
Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que les avancées depuis le traité de Rome ont été particulièrement nombreuses. J'en cite quelques-unes: le Fonds social européen, l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection de la santé des travailleurs ou encore le renforcement de la coordination entre les régimes de sécurité sociale. La liste n'est pas exhaustive, vous m'en pardonnerez et on y reviendra très certainement. Alors dès lors, pourquoi une telle critique de l'action de l'Union européenne dans le domaine social ? Eh bien parce qu'il semble que l'Union européenne semble totalement démunie face aux attentes d'une nouvelle génération qui a été marquée par des années de stagnation économique et qui revendique donc une meilleure protection face à des aléas économiques et sociaux. Alors le taux de chômage dans l'Union européenne a retrouvé son niveau de 2008. J'ai envie de dire tant mieux, mais que dire ? Que dire des 40% de jeunes qui sont au chômage en Espagne? Que dire des 3,5 millions de pauvres en plus depuis la crise de 2008 et des embauches en France qui se font encore à 90% en CDD? On peut penser que effectivement tout ça est bien, mais qu'il y a quand même une marge de manœuvre. Et donc l'Europe finalement paraît incapable d'assurer son objectif, qui est pourtant inscrit dans les traités, d'être une économie sociale de marché. Alors l'Europe sociale, c'est avant tout un paradoxe, parce que d'une part, beaucoup reprochent à l'Union européenne de ne pas intervenir assez dans ses politiques, voire même de faire preuve d'un certain attentisme, alors même que les États ont volontairement choisi de limiter les compétences qui sont dévolues à l'Union européenne dans le champ des politiques sociales. Et d'autre part, dans les domaines où elle est intervenue, ou du moins dans les domaines où elle tente d'intervenir, eh bien l'Europe est régulièrement critiquée et elle redevient alors dans ces cas-là le traditionnel bouc émissaire, rôle qu'elle a l'habitude malheureusement de porter. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Parce que, en premier lieu, l'Europe est accusée d'entraver la souveraineté des États qui souhaitent logiquement, on peut le comprendre, garantir la spécificité de modèles sociaux qui sont, on va le reconnaître, bien différents. Et en second lieu, parce que l'Europe eh bien, exacerberait la concurrence déloyale entre les individus, comme l'ont rappelé récemment, on va dire les débats, pour parler politiquement correct, nourris sur la question des travailleurs détachés. Et donc on aboutit à une situation où certains préconiseraient volontiers finalement l'abandon de toute action de l'Union européenne dans le champ des politiques sociales pour revenir à une intervention strictement nationale et pourquoi pas même après tout régionale, dans la mesure où les écarts de développement, en tout cas de taux de chômage au sein même des pays sont en tout cas manifestes. Toutefois, le contexte actuel qui mêle une crise économique, une crise politique, une crise sociale, et j'en passe, est-ce que ce contexte ne pourrait pas être l'occasion de faire un pas dans le sens d'une meilleure intégration sociale au niveau communautaire? On pourrait y voir trois arguments. Le premier, c'est qu'il existe des défis communs aux États, et en tout cas les outils qui ont été institués en matière de formation et de mobilité avec le programme Erasmus+, ou l'insertion d'objectifs d'insertion professionnelle et de lutte contre la pauvreté dans la stratégie Europe 2020 pourrait en tout cas en attester. Ensuite, parce que relancer l'Europe sociale, eh bien, ce serait un moyen d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne à destination des citoyens qui ont été durement affectés pour certains par des chocs asymétriques. Enfin et surtout, parce que relancer l'Europe sociale, ce pourrait être le moyen de renforcer la confiance dans les citoyens, des citoyens européens envers le projet européen et donc de créer enfin de véritables solidarités de fait. Alors, mobilité sociale, protection sociale, lutte contre les inégalités et la pauvreté, sécurité des travailleurs, dialogue social, on peut dire qu'en tout cas, les chantiers ne manquent pas en matière sociale, alors même que l'Europe, qui a été quand même durement marquée par le Brexit, cherche à définir son identité. Est-ce qu'on peut donc donner à l'Europe sociale une chance d'exister et donc de réussir? Eh bien, c'est ce que nous essaierons peut-être de voir au cours de ce débat. Merci beaucoup, Augustin. Merci. Donc, le problème est posé.
Eric Beinhocker, vous avez des propositions, des idées à formuler sur comment améliorer la protection, enfin comment établir en Europe et avec la Grande-Bretagne le régime social des citoyens européens. Merci beaucoup, Sylvie. Bonjour à tous. Je voudrais commencer en disant que nous devons tous nous rendre compte qu'en termes historiques, l'Europe sociale a été un énorme succès. Depuis l'après-guerre jusqu'au moins vers les années 1990, on a souvent dit qu'il y avait eu des progrès et une croissance inclusive, une prospérité, une plus grande sécurité économique. L'éducation, les droits à l'emploi, les retraites, tout ça ont joué un rôle. L'État-providence aussi ont joué un gros rôle dans ces succès. Mais il se trouve que le succès est menacé à deux égards. Tout d'abord, un élément familier, c'est-à-dire que l'Europe est en train de vieillir démographiquement, ce qui pèse lourdement sur l'État-providence. Je n'en parlerai pas parce qu'il y a d'autres séances qui doivent parler de ces conflits de génération. Mais je dirais que la deuxième menace contre ce succès, c'est l'instabilité et les incohérences dans la conception actuelle de l'Union européenne. Et mon message essentiel aujourd'hui, c'est que si l'Europe ne réussit pas, l'Europe sociale ne réussira pas. Et pour ce faire, il faut introduire des réformes radicales et sinon l'Union européenne ne pourra pas réussir. Si nous prenons un peu de recul, on se dit aujourd'hui on est un peu dans cette Aix-en-Provence ensoleillée. Alors c'est un message un peu sombre. La France a élu un gouvernement prometteur en luttant contre le populisme. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni est en train de vivre le Brexit. On voit une croissance macroéconomique qui revient en Europe. Pourquoi on se préoccuperait? Buvons un autre verre de rosé, tout va bien. Mais ce que je dirais, c'est qu'en dépit du beau soleil qui nous éclaire, l'Europe est menacée parce que sa structure n'est pas saine, ce qui a entraîné 4 crises qui sont liées entre elles. Tout d'abord, la crise de l'euro qui n'a pas disparu. Deuxièmement, le Brexit qui, s'il est mal géré, aura des conséquences négatives à long terme, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Europe. Troisième crise, la crise des migrants. Et David Miliband, à la séance d'ouverture, séance inaugurale, nous a rappelé très clairement pourquoi c'était un vrai problème. Et quatrièmement, et c'est probablement le problème fondamental, la crise de la légitimité démocratique de l'Union européenne. Pendant longtemps, on s'est rendu compte, d'après les votes, que l'Europe et les citoyens européens ont l'impression que l'Europe ne leur rend pas de compte démocratiquement et que c'est un projet qui les amène vers la pauvreté. Alors, chacune de ces 4 crises a déstabilisé l'Union européenne depuis quelques années et chacune reste irrésolue et reste une grave menace. Je pense donc que ces 4 crises ont une même origine, c'est-à-dire une architecture incohérente et peu sûre qui est sortie des traités de Lisbonne et de Maastricht, qui ont permis une Europe à plusieurs vitesses, une Europe des diversités et plusieurs vitesses pour aller vers une même destinée. Une même destination, c'est-à-dire un marché unique intégré, une monnaie unique et un système politique fédéralisé. Or, ce système n'a jamais fonctionné. Plutôt que d'avoir une union qui se rapproche, elle est divisée entre la zone euro et la zone non-euro.
les pays débiteurs, les pays créditeurs, ceux qui jouent leur rôle en matière de migration et ceux qui ne le font pas, des démocraties libérales, des démocraties qui ne sont pas libérales comme la Hongrie et la Pologne. Et donc mon message essentiel, c'est que pour créer une Europe plus unie et plus forte, il faut créer une Europe plus souple. Il ne nous faut pas seulement une Europe à plusieurs vitesses, mais une Europe à plusieurs directions, plusieurs voies. Et les pays européens ne peuvent pas tous aller dans le même sens. On ne peut pas avoir une taille unique. On ne partage pas tous les mêmes priorités, les mêmes politiques physiques. On n'a pas tous les mêmes idées sur les frontières et l'immigration. Et plutôt que de lutter contre cela, on devrait avoir une Union européenne qui tient compte de cela et qui en tire sa force. Alors, à quoi ressemblerait cette Europe à plusieurs directions? C'est quelques idées pour alimenter le débat. Je pense à trois. Vous auriez d'abord un groupe de pays qui vise l'euro, la liberté de mouvement, harmonisation fiscale et le travail sur l'immigration. Ce serait le marché unique. Puis vous avez des pays qui veulent plus d'indépendance, mais qui sont prêts à avoir la meilleure zone de libre-échange. Et on pourrait peut-être appeler ça le marché commun plutôt que le marché unique, avec une liberté de circulation des biens et des capitaux, mais pas de l'euro. Et il ne pourrait pas s'engager au mouvement, à la libre circulation des peuples, mais de la main-d'œuvre. Et en fait, cette libre circulation de la main-d'œuvre est un impératif pour avoir un marché commun. Mais celle des peuples, en revanche, est un libre choix. Dans cette deuxième voie, on éliminerait les problèmes qui ont amené au populisme dans bien des pays. Alors, certains pays pourraient opter pour cette solution, d'autres pour la première. Et ils choisiraient s'ils veulent une libre circulation des personnes ou pas. Mais cela permettrait à certains pays, entre guillemets, de reprendre le contrôle de leur politique d'immigration tout en préservant les avantages de l'immigration du travail. Ensuite, vous avez ceux qui visent l'intégration économique. Une troisième zone, si vous voulez, comme l'union douanière à l'heure actuelle pour des pays comme la Turquie, l'Ukraine et autres. Donc vous auriez ainsi une Europe avec différentes structures, une Union européenne, une deuxième zone avec peut-être la Pologne et peut-être pourquoi pas le Royaume-Uni, et une troisième zone avec la Turquie et l'Ukraine. Et les pays pourraient passer d'un cercle à l'autre si leur peuple considère qu'ils sont prêts et s'ils sont prêts aussi économiquement. Cela permettrait d'alléger la pression pour les 4 crises. Pour l'euro, les pays de l'euro pourraient continuer à viser l'intégration totale sans être freinés par le reste de la structure. Ça permettrait aussi à certains pays de sortir de manière contrôlée s'ils estiment qu'il n'est plus de leur intérêt d'être dans la zone euro. Un problème, c'est que pour l'instant, ils ne savent pas où aller. Donc le deuxième cercle créerait une manière contrôlée pour des pays tels que le Portugal pour pouvoir échapper à l'euro. Et cela permettrait aussi de gérer des problèmes tels que la migration dans une série de pays et permettrait peut-être, comme je l'ai dit, de donner une destination, par exemple, à la Grande-Bretagne après le Brexit. Ça ne serait pas forcément dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, mais en tout cas, ça serait dans celui de l'Union européenne. Alors, je vais finir avec l'élection de Macron et on a 2 scénarios possibles. Un partenariat franco-allemand qui permettrait d'arriver à ce scénario. Et là, il faut être audacieux dans notre façon de repenser l'Europe. Mais ma crainte, c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire on dirait, après tout, on a survécu aux élections et on recommence avec le scénario business as usual et on se félicite et on attend à la crise d'après et la suivante, la dernière pouvant être fatale à l'Union européenne. Souvenons-nous que l'élection de Macron n'a pas résolu les problèmes, elle a juste donné à la France l'opportunité de résoudre ces problèmes. Donc l'avenir de la France dépend aussi du fait de résoudre les problèmes et pour cela il faut la repenser.
pour préciser, dans votre scénario des 3 voies, des 3 tracks, l'Europe sociale serait réalisable dans le premier, in the first track. I actually think Je pense en fait que l'Europe sociale serait possible dans les 3 voies. La première permettant de tirer vers le haut et de mettre la pression sur les autres avec une souplesse pour différentes organisations. Tout mieux. Vous voyez l'Europe sociale dans son application concrète. Donc, est-ce que, à votre avis, et au niveau des entreprises et des travailleurs, est-ce qu'à votre avis, il est encore temps pour cette Europe sociale? Ben oui, moi je vais déjà partir d'un constat un peu moins sévère qu'Éric, c'est peut-être l'optimisme ambiant. Mais en effet, il ne faut pas, je crois, oublier déjà les acquis sociaux européens. Alors souvent, on ne voit pas tant que ça en France parce qu'on a été largement les inspirateurs d'un grand nombre de réglementations européennes au plan social. Mais ce que l'on voit quand même, et en étant présidente de l'Association européenne des avocats spécialisés en droit social, je peux vraiment observer en échangeant énormément aussi avec mes collègues européens que tous les jours, il y a des contentieux, il y a des salariés qui se prévalent du droit européen. Alors ça, il ne faut quand même pas l'oublier parce que on a bien un droit européen qui est largement d'effet direct, avec ce qu'on appelle même un effet direct horizontal pour un certain nombre d'instruments juridiques. Ça veut dire qu'un particulier peut s'en prévaloir directement, sans passer par le droit national et à l'encontre même d'un autre particulier. Alors, quels sont finalement citons quelques exemples de ces acquis sociaux dont finalement on se souvient peut-être pas parce que finalement on est tourné, c'est vrai, souvent vers la critique d'une Europe plus technocratique. Bon. Le droit social fait quand même partie du quotidien et notamment, je citerai évidemment les règles de coordination de protection sociale parce que c'est quand même assez notable de se dire que si on va travailler pendant un certain temps dans un pays, eh bien ces droits à la retraite par exemple vont être reconnus, il n'y aura pas non plus double paiement de cotisation. Bon, après on reviendra sur le sujet de la directive des travailleurs détachés tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même un point essentiel en termes de mobilité. Il y a aussi évidemment une directive temps de travail sur la durée du maximum de travail, les 11 heures de repos qui ont été d'ailleurs respectées. Nous, on l'a vu dans notre législation sur les forfaits jours, avec le grand débat sur les forfaits jours. On a quand même ce droit européen qui l'influence. Et la lutte contre les discriminations. Alors là, avec une directive assez importante. Et puis récemment, vous avez vu que la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, dans 2 arrêts qui ont fait grand bruit, une affaire belge et une affaire française, a dit que une entreprise pouvait avoir pour objectif légitime finalement de demander la neutralité à son personnel, en particulier le personnel en contact avec sa clientèle. Donc on le voit, le droit social européen fait partie quand même de notre environnement juridique. Je citerai aussi un point qui est important et qui a beaucoup d'implications dans tous les pays européens, c'est la directive sur les transferts d'entreprises. Le fait que lorsque vous avez par exemple une cession de fonds de commerce, on a à ce moment-là l'entreprise, le fonds de commerce passe d'une entité à une autre, et bien les salariés attachés à ce fonds de commerce vont également passer de cette entité au nouvel employeur, donc ce qui est quand même une réelle garantie. Donc voilà ces quelques exemples. Évidemment aussi les comités d'entreprise européens, tout le monde a peut-être en mémoire, enfin certains, l'affaire Vilvoorde, où Renault avait finalement décidé simplement d'informer après coup finalement de sa décision de fermer une usine en Belgique, et bien sans avoir consulté son comité d'entreprise européen. Ça lui a été reproché. Et la Cour d'appel de Paris d'ailleurs, donc on était bien devant là les juridictions françaises, et bien a fait appliquer ce droit.
Donc pourquoi aujourd'hui, avec ces acquis, on pourrait aller plus loin? Parce que c'est vrai que moi, il me semble que le cadre européen paraît assez adapté à un certain nombre de défis dans le monde du travail, qui sont ceux que nous, en tant que praticiens, on voit vraiment, on voit arriver évidemment très vite. Bon, il y a évidemment des enjeux qu'on va retrouver dans tous les pays européens, et c'est assez d'ailleurs symptomatique de voir que il y a vraiment des grandes tendances qu'on retrouve dans tous les pays au-delà des grandes différences, bien sûr, entre les législations sociales. Il y a vraiment des tendances. On a vu, évidemment, avec la crise, une restriction. On a vu qu'on est allé dans le sens, évidemment, d'un assouplissement des législations sociales. D'où, évidemment, l'interrogation de se dire, mais finalement, est-ce que les travailleurs doivent faire les frais de ça? Et la réponse actuelle, qui est de déterminer un socle de droits sociaux avec 20 principes essentiels. Mais je crois qu'il y a des enjeux qui sont en effet communs. Il y a un enjeu de vieillissement de la population. En 2030, l'Europe sera bien le continent avec la population la plus âgée. Si on se projette, alors là, un peu plus loin, mais même en 2080, les populations du Portugal, de la Grèce, de la Slovaquie, de la Bulgarie vont baisser de 30%. C'est quand même des enjeux qu'on va retrouver vraiment en Europe. Alors ce que l'on voit aussi bien sûr, c'est la transformation du monde du travail. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ce matin sur la fin du salariat, sur le sujet est-ce qu'on arrive à la fin du salariat. Bien sûr les enjeux de télétravail, le fait que le travail soit moins localisé est évidemment un vrai sujet pour les États membres, parce que finalement, si on peut travailler, s'installer un peu partout, eh bien, est-ce que le cadre national reste encore vraiment très adapté? Est-ce que c'est pas finalement un cadre qui devient obsolète? Notamment, c'est vrai que lorsqu'on voit ces plateformes telles que la plateforme Amazon Mechanical Turk avec des morcellement, des tâches morcelées qui sont parfois réalisées pour 1 euro, et là, on ne sait pas où est localisé le travailleur. C'est vrai qu'il y a quand même des enjeux. On se dit que peut-être bien d'avoir une réflexion en dehors d'un cadre national qui finalement apparaît assez restreint. Voilà, donc finalement, quel est le sujet aujourd'hui? C'est finalement quelle va être la capacité de l'Europe à finalement, au-delà de la proclamation de ces grands principes qui ont été proclamés là, en avril dernier sur ce socle des droits sociaux, quelles vont être sa capacité à aller vers des initiatives très concrètes? Alors il y a déjà des lignes qui ont été des initiatives intéressantes en termes de méthodologie, avec des partages de bonnes pratiques, des recommandations par pays, un système de tableau de bord. Mais évidemment, au-delà de ça, quelles seront les initiatives concrètes qui vont permettre de rassembler les uns et les autres? Voilà. Je pense que merci c'est ça vraiment l'enjeu. Merci, Claire Tourmieux. Il y a déjà pas mal de matière pour nourrir un débat, mais je crois que Xavier Bertrand a des choses à nous dire et une position assez sceptique, je crois. Assez Sceptique non, sur notre capacité à réaliser une Europe sociale. Non, déjà, je suis un Européen convaincu, je le dis, je l'assume. Je suis en plus dans une région qui est tournée vers l'Europe, qui a envie de l'Europe et qui a besoin de l'Europe. La seule chose, c'est que je change un petit peu ce que je voulais dire en premier après ces deux interventions. Je pense que s'il y a aujourd'hui des vraies priorités, c'est sur la question de l'harmonisation des politiques fiscales et la convergence des politiques économiques. Parce que l'enjeu essentiel, je reste à l'homme de droite, c'est avant tout de pouvoir créer davantage de travail et de richesse avant de pouvoir partager. Parce que si on gère uniquement la pénurie, on a juste un petit problème. Juste un petit problème. Je ne suis pas un expert mondial en économie, mais c'est la première des choses. Et je pense que bien souvent, on confond les priorités, c'est d'ailleurs l'un des mots de l'Europe, c'est bien souvent de mettre la charrue avant les bœufs, c'est de traiter les problèmes avant ceux qui me semblent primordiaux. Et la question que l'on pose, notamment vous parlez d'Amazon et autres, c'est la question fiscale que l'on peut poser. Parce que moi, je le vois dans la région, non, ce sont des emplois concrets. Pas un pure player, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on est bien souvent en train de faire la confusion entre les dimensions fiscales, économiques, avant sociales. C'est pas que je suis sceptique, hein. C'est que je pense que si on veut aller vers une Europe sociale,
on va être sur un certain nombre de directions, d'intentions. Si c'est l'Europe sociale de la coordination, mon Dieu qu'elle a sa place, et elle a déjà des résultats. Mais si on est sur une Europe sociale de l'harmonisation, bon courage, parce qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est que chacun balaye un peu devant sa porte et que chacun fasse aussi des efforts. Tant que des pays leaders en Europe, qui jouent un rôle majeur, n'auront pas fait la preuve qu'ils sont capables de moderniser leur système social, au hasard, la France, comment vouloir, dans ces conditions-là, qu'il y ait une véritable convergence? On ne va pas aller vers un moins-10 pour s'aligner, parce que autrement, vis-à-vis d'un certain pays d'Europe centrale, on ne va pas leur demander comme ça, gentiment, du jour au lendemain, qu'ils élèvent, eux, leur niveau de protection sociale. Mais là où il y a une opportunité, elle est double. On est déjà dans un nouveau cycle politique, 5 ans devant nous. Est-ce qu'on est capable de faire les réformes de structure qui permettent de garder un vrai niveau de protection sociale en le modernisant? Et est-ce que dans la grande négociation qui va s'engager à partir de 2020, où il y aura bien évidemment un certain nombre de dossiers sur la table européenne, on demande enfin aux pays d'Europe centrale d'élever leur niveau de protection sociale? Parce que la question, je pourrais la résumer, la question de la protection sociale, c'est la question aussi du dumping social. Dans les délocalisations qu'il y a aujourd'hui qui sont en Europe, les délocalisations déjà très loin dans le monde, parce que la mondialisation, je sais que c'est l'un des thèmes, quand même du mal à être bien perçu par nombre de nos concitoyens, mais quand il y a une délocalisation qui se fait dans les pays de la même Europe, mon sang, vous avez intérêt à être sacrément pédagogue pour expliquer aux uns et aux autres quel est le bien fondé, quelle est la justification. Donc je crois que, est-ce qu'il est encore temps ou est-ce qu'il est temps? Oui, mais ça passe par un certain nombre de préalables, comme j'expliquais, les premières convergences à opérer, et que les États qui veulent cette convergence aient réussi à faire la preuve qu'ils sont capables, déjà sur le territoire national pour leur population, d'avoir fait cette modernisation. Et puis, on va avoir un premier test de tout cela, la directive travailleurs détachés. La directive travailleurs détachés va être un bon exemple du volontarisme politique affiché par le président de la République. J'avais eu l'occasion, voilà 2 ans encore, de faire un certain nombre de propositions publiques. J'ai été ministre en charge des dossiers du travail au niveau européen. J'étais vraiment content d'avoir fait progresser les choses. Mais alors, mon Dieu, vous êtes tenté, quand vous avez un accord après une longue nuit de négociation, de claquer les pétards et de sortir le champagne, mais en fin de compte, vous n'avez avancé en quasiment rien. Est-ce que la solution est le clash? Non, mais la solution, c'est en une négociation parfois bras de fer, pour savoir ce que vous êtes capable d'imposer aux autres. Et cette directive travailleurs détachés va être à la fois un symbole jusqu'où le volontarisme politique peut produire des effets et quel est l'art de la négociation à la française que nous allons réussir à mettre en place pour parvenir à des premiers résultats là-dessus. Je préfère m'arrêter parce que je présume qu'il y aura des réactions, mais oui, là je pense qu'on est avec un cas pratique très concret. Vous voulez dire aller au-delà du papier? Oui, mais attendez, même le papier. Pour se mettre d'accord pour bouger une virgule qui ne changera en rien le sens d'application, tout le monde est d'accord. Mais la vérité n'est pas là. C'est est-ce que l'on réussit à éviter qu'il y ait un véritable dumping social? Parce que c'est la question qui aujourd'hui est posée, avec les principes et l'application des principes. Alors justement, sur cette question des travailleurs détachés qui est tellement importante et symbolique aussi, est-ce que, Claire, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux actuel du statut, de ce qui est en jeu et de la négociation? Oui, je crois que très simplement, il y a 2 volets dans les enjeux autour de la directive travailleurs détachés. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de détachement aujourd'hui en l'état du droit et de la directive? Eh bien, lorsque des travailleurs sont détachés d'un État membre vers un second, la première chose, c'est qu'en termes de protection sociale, ils restent affiliés, c'est le principe d'unicité du régime de sécurité sociale, ils restent affiliés à leur régime de protection sociale de leur état d'origine. Donc là, évidemment, il y a des grandes différences, notamment en termes de coûts, entre la Roumanie et la France, ça va évidemment de 1 à 4. Donc là, il y a de grandes différences. Mais là, le sujet est, je dirais, assez compliqué, parce que si on met fin à ça, ça veut dire aussi qu'il faut que nous soyons prêts, nous qui détachons par exemple de la France vers d'autres pays, plus de 100 000 salariés. Eh bien, est-ce que ces salariés seraient très contents de se retrouver, s'ils partaient, si on les détachait en Roumanie pendant un certain temps, de se retrouver avec un droit, avec la protection sociale locale? J'en suis
pas pleinement convaincue. Donc je pense que le sujet est quand même assez compliqué. Le deuxième point, et qui est assez décisif dans l'approche qui est adoptée aujourd'hui par la Commission avec cette proposition de révision de la directive, c'est sur finalement le socle de droit minimum aujourd'hui, donc qui doit être appliqué dans l'état d'accueil des salariés détachés. Aujourd'hui, il y a un socle minimum avec un salaire minimum, mais pas tout le droit sur la rémunération. En particulier, lorsque des conventions collectives en France prévoient le paiement d'un certain nombre de primes, eh bien, ces dispositions ne vont pas s'appliquer aux travailleurs détachés. D'où là la proposition la proposition d'une révision de la directive qui irait dans un sens d'une égalité de traitement, notamment au plan salarial, entre les salariés qui sont dans le pays, qui travaillent habituellement dans le pays d'accueil, et les travailleurs détachés qui viennent pour une mission dans ce même pays pour éviter justement ce dumping social. Merci beaucoup. Avant qu'on vous passe la parole pour des questions éventuelles, vous pouvez vous préparer. Eric, est-ce que vous vouliez réagir à ce qui a été dit avant? Oui. Merci. Je voulais peut-être faire un commentaire sur deux points importants que Xavier a soulevés. Xavier a fait remarquer que nous devons nous concentrer sur accroître la compétitivité en Europe et d'avoir des réformes structurelles et la modernisation de nos systèmes. Il faut être réaliste à savoir où cela va. Lorsque l'euro a été imaginé ou que l'union monétaire a été créée, on a imaginé qu'il y aurait une convergence entre les pays au niveau de leur compétitivité. Mais si on regarde mon pays, mon pays d'origine, les États-Unis, l'Alabama est moins compétitif que New York depuis 100 ans, depuis plus de 100 ans. Beaucoup moins compétitif, depuis la guerre civile finalement. Et ils ont survécu dans un système monétaire, dans le même système monétaire. Et pourquoi ils peuvent y arriver? C'est parce que dans le système monétaire, chaque année, la Fed de New York on efface les dettes finalement, puis il y a des transferts fiscaux très importants entre les contribuables de New York et les citoyens d'Alabama, et c'est très important, un transfert. Donc. Et la question pour l'Europe, est-ce qu'elle est prête à faire des choses comme ça, ce transfert, ce niveau d'intégration? Aujourd'hui, la réponse est non. Et c'est clair. Et du fait que la réponse est non, ça conduit à la crise de l'euro. Je pense que la crise de l'euro a fait plus de dommages pour l'Europe sociale que n'importe quoi d'autre. Il y a des différences de traitement de 20 à 50 par exemple, d'un pays à l'autre, donc beaucoup de problèmes sociaux. Donc, régler ces instabilités, c'est très important pour l'Europe sociale. Et c'est critique aussi au niveau des ressources des États de poursuivre leur programme. Alors, les capacités des États de poursuivre leur programme. Alors, il faut savoir comment on peut voir si on peut avoir ce niveau de convergence, mais qui permet un peu de souplesse pour les pays qui ne peuvent pas, et créer un système qui peut répondre aux problèmes de chacun et conserver les deux États en Europe. Donc, Xavier Bertrand cours d'anglais par semaine, mais j'ai encore besoin de m'améliorer. Vous êtes... Work in progress. Work in progress. Well, my French is much worse, I guarantee. Thank you. Donc, sans Europe des transferts, vous êtes d'accord avec ça? Sans Europe des transferts, il ne peut pas y avoir d'Europe sociale, c'est ça? Non, parce que ça reste avant tout en plus de la responsabilité des États. Il y a juste un point sur la question de la directive travailleurs détachés. Je pense que le risque, c'est vrai que s'il y avait une suspension de la directive, on nous bloque nos salariés. Ceci étant, les salariés qui vont de chez nous travailler étrangers, c'est pas pour leur coût, le moins-disant social, c'est pas leur coût inférieur. Dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, là où nous avons un sujet, c'est que je pense que le principe, c'est que le salaire du pays d'accueil, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si vous êtes en France, tant que vous n'aurez pas un système salaire français, charge française, contrainte française, vous aurez toujours cette forme de dumping. Donc bien évidemment, nombre de pays d'Europe centrale n'y sont pas prêts, mais comme nous allons avoir une grande discussion
notamment sur un certain nombre d'aides sectorielles, d'aides régionales. Excusez-moi, pour négocier, c'est bien d'avoir plusieurs sujets à négocier. Et là, on va voir si nous trouvons vraiment les moyens de le faire et si nous voulons vraiment le faire. Quid aussi du rôle de l'Allemagne, qui est d'une certaine façon sur la même ligne que nous, mais quelle sera la volonté de Mme Merkel de faire bouger un certain nombre de pays d'Europe centrale sur un sujet comme celui-ci. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Le salaire n'est pas le problème numéro un, c'est la question des charges et des contraintes. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Le niveau de charge d'un pays à l'autre, qui va de 1 à 5, c'est ce qui change tout. Et après, vous avez un autre point. Et là, on revient sur ce qui est possible au niveau de l'Europe sociale, la coordination. La vraie question, c'est les abus, c'est la fraude au travail détaché. La fraude au travail détaché. Parce que bien souvent, sur nombreux chantiers, c'est que vous avez un certain nombre de salariés qui respectent exactement les contraintes, mais qui servent aussi de paravent. Et excusez-moi, ceux qui fraudent ne sont pas des petits entrepreneurs, ne sont pas des simples particuliers. Vous avez aussi des groupes qui ont déjà été pointés du doigt en la matière. Sur ces niveaux de lutte contre la fraude, nous sommes quasiment inopérants. Il n'y a pas de véritable volonté politique qui se traduit de façon administrative. Excusez-moi, mais je pense que ça pourrait être l'un des rôles primordiaux, sans avoir besoin d'une loi, de l'inspection du travail, que d'effectuer justement cette mission-là. Et encore une fois, c'est tout à fait possible. Pas besoin de loi, juste une volonté politique traduite dans les faits, ce qui veut dire aussi de modifier les horaires de travail, de l'inspection. Si vous voulez contrôler des chantiers, il faut aussi pouvoir le faire le week-end. Et pas seulement... Non mais, ce sont des choses très concrètes. Et ensuite, d'avoir une garantie que quand vous demandez en Pologne à avoir des renseignements, excusez-moi de prendre la Pologne, je pourrais prendre n'importe quel autre pays, des renseignements précis sur l'entreprise, c'est que vous n'ayez pas les renseignements de façon aléatoire, 6 mois, 9 mois ou un an après. Je me suis fait expliquer cela par ceux qui pratiquent les contrôles. Et même la vocation des ambassades, qui pourrait être aussi celle-ci, se heurte parfois à une bonne volonté à des milliers de kilomètres de nous. Donc là, on revient sur le rôle de l'Europe sociale, sur la coordination, mais force est de reconnaître que sur une échelle de 1 à 10 en termes d'efficacité et de coordination lutte contre les abus au travail détaché, si on se situe à 2 ou 3 sur une échelle de 10, c'est mon Dieu le grand maximum. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, ici, je ne sais pas s'il y a un micro. Et puis nous avons un étudiant aussi. Je suis désolée, je n'ai pas votre nom, mais vous nous le donnerez, vous nous direz où vous étudiez. Alors, on commence par vous et ensuite monsieur ici. Et on prend les 2 questions en même temps. Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas. Nicolas Lemasson, Voilà. étudiant en macroéconomie et politique européenne à Strasbourg. Et donc, je voulais vous poser la question, connaître votre avis sur l'efficacité des fonds structurels européens, donc dans la réduction des inégalités sur le territoire européen, et savoir si pour vous il en faudrait plus, moins, s'ils sont réellement efficaces, et notamment au niveau de l'accompagnement des porteurs de projets. Merci. Merci beaucoup. Oui, Antoine Delarue. Je voulais faire une proposition sur le travail détaché. Oui, ça va mieux? Oui. Non. Ah non. Essayez sans. Oui. Il y en a un autre. Voilà. Il y en a un autre sur. Merci. Oui, merci, excusez-moi. Je voulais revenir sur le problème du travail détaché, qui est effectivement un problème tout à fait mortel, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonne, on voit très bien qu'il n'y a pas de bonne solution avec un alignement des salaires. Parce que les salaires bulgares resteront pour un bon moment très inférieurs. Et donc, prévoir un alignement... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je pense, le paradigme, changer de paradigme et passer sur une protection sociale qui sera assise sur la valeur ajoutée et pas le salaire. Et c'est dans un certain nombre de domaines où il y a beaucoup de travailleurs détachés, bon, je pense au transport, je pense aux vendanges. En fait, ces activités se déroulent en France par des travailleurs qui viennent de divers pays. On peut tout à fait imaginer
qui est un prélèvement social basé sur l'activité de vendange ou l'activité de transport. Pour l'activité de transport, on voit très bien qu'avec les portails de l'écotaxe, qui étaient prévus pour autre chose, mais pourraient trouver là une destination tout à fait pertinente, les camions conduits par des Bulgares seraient taxés comme les camions conduits par des Français. Alors, les Bulgares, les chauffeurs bulgares obtiendraient des droits sur le régime de protection sociale français, comme tout le monde, si je puis dire. Donc c'est ce type, et pour les vendanges c'est pareil, à condition de prévoir donc une substitution des cotisations sociales basées sur les salaires par des cotisations qui seraient prélevées sur la valeur ajoutée de l'activité qui serait repérée, alors selon les secteurs, mais par des moyens adéquats. Et c'est à mon avis la seule manière qui permettrait de sortir de ce guêpier du travail détaché par le haut, sans pénaliser les Bulgares, je parle des Bulgares, les travailleurs, les travailleurs étrangers qui, sinon, on pourra peut-être leur tordre le poignet par des aides, mais ça n'ira pas très loin et ça ne durera pas très longtemps. Merci beaucoup. Alors, deux questions donc. Est-ce qu'il y a une efficacité, est-ce que les fonds structurels européens peuvent servir à réduire les disparités entre États? Et donc cette proposition pour résoudre le problème des travailleurs détachés, donc de taxer, d'asseoir la protection sociale sur la valeur ajoutée et non pas plutôt que d'agir sur les salaires. Qui veut répondre? Sur les fonds structurels? Oui. Sur les fonds structurels, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce qu'il faut les maintenir et les développer? Oui. Ça sera compliqué de les maintenir dans un certain nombre de régions intermédiaires, je pense notamment aux Hauts-de-France ou au Grand Est, parce que dans la fameuse discussion qu'il y aura, là notamment, vous avez quasi mécaniquement, s'il n'y a pas rééquilibrage, nombre de pays parmi les derniers entrants, même si ça fait un certain nombre d'années, qui vont mécaniquement bénéficier de davantage. Et si dans cette négociation, les uns et les autres ne sont pas vigilants, nombre de zones et de régions intermédiaires situées en France, et pas seulement en France, risquent d'être perdants. Dans une région comme la mienne, je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce qui rendrait les choses plus efficaces? Ce n'est pas seulement plus d'argent. C'est une gestion de ces fonds qui soit davantage opérée par les régions. Opérée par les régions. Je pense que les régions sont aujourd'hui le bon niveau pour pouvoir intervenir. Je le vois notamment avec les fonds FEADER, c'est-à-dire les fonds de modernisation de l'agriculture. Le deuxième pilier de la politique agricole commune, ce sont les régions qui gèrent. On a par exemple sur 6 ans 254 millions d'euros. Mais la seule chose, c'est qu'il faudrait que l'instruction soit davantage déléguée aux régions. Pardon, que l'instruction soit déléguée aux régions avec des critères beaucoup plus pilotés à partir du terrain. Si tel est le cas, on gardera l'efficacité de l'Europe et qui plus est, si les choses allaient plus vite, ce serait beaucoup plus facile de dire « Regardez, ça, c'est grâce à l'Europe. » C'est grâce à l'Europe. Et sur nombre de sujets, excusez-moi de le dire, tiens, je vais prendre un exemple au hasard. Le canal Seine-Nord-Europe, dont on parle beaucoup dans les grands investissements. Depuis quelques jours, on nous dit qu'on va le mettre en panne. Ce n'est pas l'Europe qui le met en panne, c'est le gouvernement français. Alors les choses ne sont pas encore sûres, mais il n'y aurait pas l'Europe, jamais ce canal se fait. Et si le gouvernement décide d'arrêter, il est mort à jamais parce que l'Europe retirera ses 2 milliards d'euros sur un projet comme celui-ci. Donc sur un certain nombre de fonds structurels, grands équipements, heureusement qu'il y a l'Europe. Merci l'Europe. Et je n'oublie pas non plus quelqu'un qui exerçait des missions importantes, notamment la Banque européenne d'investissement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites grâce à l'Europe, fonds structurels ou pas, mais le vrai sujet, c'est de déléguer à qui de droit les plus efficaces, les plus opérationnels, ceux qui auront justement la possibilité de les affecter. Merci pour cette réponse très précise. Et Eric, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, un petit commentaire sur les fonds structurels. Je suis d'accord avec Xavier. Et ce que j'ajouterais simplement, c'est qu'il représente un mécanisme important pour permettre de réduire les inégalités entre les régions. C'est un mécanisme de transfert fiscal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre de grandeur est beaucoup trop réduit pour supprimer les déséquilibres dans le système. Et si vous regardez les transferts
entre les pays, au sein des pays d'une région allemande ou d'une région française à l'autre, vous vous rendez compte que l'ordre de grandeur est trop réduit. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité de les augmenter comme on le voudrait. Donc il faut d'abord des étapes de confiance pour y arriver. Il y a une proposition de créer, dans le cadre de l'intégration d'Eurozone, de créer des obligations d'infrastructures communes. Mais il y a des petits problèmes de protection auxquels l'Allemagne est un peu sensible. Mais ça serait une structure qui permettrait d'augmenter, de passer à l'échelle supérieure pour améliorer la stabilité de l'eurozone. Cette proposition sur les Pas travailleurs particulièrement, détachés. parce que je crois que je parle à une économiste aussi distinguée qu'Éric. Et puis, je n'ai pas eu aussi l'expérience, fort heureusement, de ministre, comme mon voisin. Donc, non, sur ce sujet, Sur celui des travailleurs détachés, je voulais dire, sur cette proposition. Alors, sur la proposition qui est en effet intéressante, qui est Est-ce qu'elle est réalisable, de réfléchir. Alors, c'est ça, c'est mon interrogation quand même, parce que finalement, taxer cette valeur ajoutée, ça nécessite d'avoir un accès à une information qui paraît difficilement accessible, en tout cas dans le pays où la prestation est réalisée. Donc je crois que c'est essentiellement là que la difficulté risque de se présenter. Mais vous avez peut-être réfléchi à la question. On en parlera tout à l'heure après, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur devant. Donc, Mohamed Maloum, je suis chercheur ici à Sciences Po. Je voulais vous interpeller particulièrement, M. Xavier Bertrand, sur la véritable raison du discrédit de l'Europe sociale dans les populations européennes, à savoir la force des entrepreneurs de cause privée, tels que les lobbyistes, les experts à Bruxelles, qui sont désormais, depuis quasiment 1999 et la démission de la Commission sanitaire, quasiment les principaux rédacteurs des fameuses directives européennes. Sinon, elles vont souvent dans le sens des lobbies, dans le sens des lobbies privés. Et ça fait peut-être partie des choses qui ont discrédité l'Europe sociale. J'aimerais bien avoir votre avis et peut-être l'avis de l'avocate aussi. Le rôle des lobbies. Non, moi, le rôle des lobbies, oui. Allô, oui, c'est bon. Le rôle des lobbies, écoutez, ce que l'on peut constater, c'est que tout le monde agit. C'est-à-dire qu'il y a les lobbies d'employeurs, mais il y a aussi les lobbies des syndicats qui sont forts et qui s'expriment quotidiennement. Auprès notamment de la Commission. Et lorsque d'ailleurs la Commission engage un projet en matière sociale, il y a une consultation qui est faite. Et pour avoir participé à des travaux de la Commission comme expert, je peux vous dire qu'étaient vraiment tout à fait également représentés les employeurs et les salariés. Donc ça, c'est mon expérience personnelle, si je peux... Monsieur Bertrand. Oui, je confirme. C'est bon? Oui. C'est bon. Je confirme totalement avec le rôle de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Chaque fois, le patron de la CES est quelqu'un d'extrêmement influent. Et vous ne faites aucun agenda, d'ailleurs, au niveau européen, quand vous exercez la présidence de l'Union européenne, d'arriver à la France pendant que j'étais en fonction, sans travailler avec eux. Et excusez-moi, ce sont des syndicats qui ne sont pas des protestataires ou des contestataires par essence. Ce sont des gens qui sont en proposition. Il y a beaucoup plus une culture de dialogue qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'ils jouent un rôle déterminant. Et si je peux me permettre, ils sont quasiment plus structurés sur les dossiers que nombre de représentants des employeurs au niveau européen. Ils existent, ils sont là, je n'ai pas de préférence à avoir, mais il y a vraiment une antériorité, une permanence des responsables qui leur donne une véritable vision sur le temps. Après, sur le rôle des lobbies en Europe, non, vous savez, je pense que le problème numéro 1, il est politique. Il est avant tout politique. Déjà, dans la classe politique française, c'est tellement facile que de dire que c'est de la faute à l'Europe que ça permet de se dédouaner. C'est aussi pour ça que les peuples décrochent de l'idée de l'Union européenne. Je lisais un édito, voilà 1 ou 2 jours, qui disait qu'avec le fait que le Front National décide de ne plus revenir sur l'euro, était une forme de victoire de l'Europe. Attention, il n'empêche aujourd'hui qu'entre un certain nombre d'europhiles béats, qui ne représentent pas un grand pourcentage de la population, et les eurosceptiques complets, il y a tout un espace aujourd'hui. Mais il faut que les politiques acceptent de parler d'optimisme ou d'idéal européen, mais qu'ils acceptent aussi
de se doter d'une méthode qui nous dise exactement aujourd'hui comment on repense l'Europe. C'est quoi être européen aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend principalement de l'Europe? Entre la part de l'Europe et la part de subsidiarité, comment on règle les choses? Je peux faire de la pub pour lui, c'est pas parce que j'étais avec lui aujourd'hui qu'il sera là demain, mais le livre d'Hubert Védrine, Sauver l'Europe, pose très bien un certain nombre de questions, il propose même une démarche. Ça a été repris dans le champ politique, notamment français? Absolument pas. Absolument pas. Et si je peux me permettre, un petit peu comme ma famille politique qui s'est pris 2 claques aux présidentielles et aux législatives et 2 présidentielles de suite, on ne peut pas dire qu'on a à nouveau toutes les bonnes idées quand on s'est pris 2 baffes comme celles qu'on s'est prises. Dans ces cas-là, vous posez, vous demandez pourquoi et vous essayez de construire autre chose. C'est la même chose en ce qui concerne l'Europe. Je pense qu'il y a une démission politique ou du fois une forme d'hypocrisie, c'est de la faute à l'Europe. Quand, par exemple, excusez-moi de le dire, quand j'ai des réglementations très différentes entre la Belgique et la France, quand, par exemple, excusez-moi de cet exemple, les choumettes, les choux de Bruxelles, sont 2 fois plus gros et 2 fois plus verts en Belgique qu'en France. C'est parce qu'il y a des produits qui sont utilisés en Belgique, validés par l'Europe, interdits par la France. C'est l'Europe qui est responsable? Absolument pas. C'est la réglementation franco-française. J'ai 5 départements dans ma région. Les réglementations agricoles sont différentes d'un département à l'autre. Elle n'a rien à voir là-dedans, l'Europe. Et même la réglementation française n'a rien à voir là-dedans. Alors c'est la faute à qui? Aux politiques. Et pas ni aux experts, ni aux technocrates, ni aux lobbies. C'est aussi simple que ça. Est-ce que... Merci de cette franchise. Et si je peux continuer sur ce sujet, est-ce que vous pensez que les positions sur l'Europe ont joué un rôle dans ces claques dont vous venez de parler? Oui, oui, en partie. En partie aussi. Sur quoi exactement? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéal européen ou d'optimisme européen qui est porté en bandoulière. Je pense que ce qu'il faut bien montrer aujourd'hui, ce qui marche en Europe, il faut le garder. Ce qui ne marche pas, je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, il faut le réformer. Mais on fait comme ça dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle organisation. Mais ça, on refuse d'aller aujourd'hui dans cette direction. Il y a des points, on le voit bien sur l'Europe sociale, ça ne fonctionne pas. Prenons les points qui posent problème. Mais ne disons pas non plus que ça doit être le repli sur soi, l'Europe. Parce qu'au bout d'un moment, on avait vu, en remontant assez loin, ce que le repli sur soi finit par donner. Surtout quand il y a des tensions économiques. Et quand on a aussi des conflits qui sont aux portes de l'Europe, je n'ai pas envie qu'un jour, il rentre à nouveau en Europe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une ici. Allons-y. Et puis je crois qu'Augustin a aussi une question. On la prendra après. Ouais, c'est bon. Voilà. Je m'excuse, je suis un simple observateur et amateur, mais je prendrai exception avec quelque chose. Le discrédit de l'Europe, pour moi, en tant qu'observateur, le discrédit vient pas des bureaucrates et des lobbies qui exercent leur fonction propre, qui est d'influencer, de modifier, de participer au débat, mais dans la manque de politique au niveau européen. J'étais séduit pendant la campagne de l'élection tout à l'heure par ce problème qui a été discuté longuement sur Mediapart entre les représentants de Mélenchon et de Hamon sur la problématique de la manque de politique en France, en Europe. Il y a une manque de politique. Et puis, monsieur l'Américain, il avait quand même souligné ce problème de transfert. Le problème de transfert, c'est la plus grande et plus importante politique qu'on puisse discuter, débattre et éventuellement établir entre nous Européens pour créer une union fédérale, comme dit mon voisin. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Il faut ne pas avoir peur de ce mot fédéral. Nous, en France, nous avons cette peur. Je suis américain d'origine. Nous avons peur de ce mot parce que ça implique la perte de souveraineté. Dans notre cas américain, je dirais que nous sommes allés trop vite pour céder notre souveraineté en tant qu'État pour participer à cette union fédérale, parce qu'elle était tellement prometteur au début du XIXe siècle, elle était tellement prometteur que si on ne s'attelait pas à cette wagon de succès, de prospérité et d'industrie, on allait perdre. Donc on a fait trop vite aux États-Unis. Mais ici en Europe, on a le temps, on a pris le temps et on fait dans le temps. Et ça, je suis très heureux de renoter. Monsieur, oui. Enfin, juste un mot, sans les peuples, vous ne faites jamais rien, ni de solide, ni de durable. Et aujourd'hui, c'est ce divorce-là
qu'il faut prendre en compte et il faut recoller les choses, reconnecter. Et dès que vous dites Europe fédérale et que vous dites on va aller plus vite, là vous pouvez vous retourner, il n'y a plus grand monde qui suit. Vous parlez de l'approche essentiellement managériale. Le problème, c'est aussi une question de la crise de la dette souveraine qui s'est précipitée. Je suis désolée, mais oui, non, et puis surtout, l'interprète ne peut plus traduire parce que vous n'aviez pas le micro. Mais je crois que Eric Beinhocker voulait réagir à votre question. Je comprends. OK. Très bien. Je pense que ce que disait ce monsieur, c'est que si on a la vision d'une union fédérale, cela demande des transferts à grande échelle. Et ces transferts à grande échelle requièrent de la confiance et une identité partagée. Et l'Europe n'y est pas encore. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. On peut évoluer dans cette direction. Mais au stade où on en est à l'heure actuelle, on est loin d'y être. Et même si on a survécu les problèmes actuels, en fait, les votes des citoyens européens nous disent qu'ils ne sont pas prêts. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut prendre l'Europe là où on en est et essayer de progresser, ce qui nous donnera assez de flexibilité pour que les pays aient la confiance suffisante pour travailler ensemble dans une direction, alors que d'autres ne sont peut-être pas encore là et ne sont pas encore prêts à faire partie d'une Europe unifiée économiquement et coordonnée au plan politique. Je crois qu'une étape clé de tout cela, c'est de réfléchir aux mesures qui permettront d'acquérir cette confiance qui manque. Où peut-on réussir? Où peut-on montrer que la coopération européenne amène des avantages aux gens? Si nous reconstruisons cette confiance, nous aurons beaucoup d'occasions et d'opportunités. Sinon, un jour, l'Europe s'écroulera. Une question aussi. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit M. Bertrand sur le fait qu'il faut d'abord recréer de la richesse pour la redistribuer. Je suis d'accord aussi qu'il faut chercher, même si pour le moment c'est quand même très mal embarqué, une meilleure harmonisation au niveau fiscal. Alors, balayer devant sa porte, bon, c'est très bien, et je pense que là-dessus on a beaucoup de travail à faire. Néanmoins, dans quelle direction on balaye? Et là, je pense qu'on en revient aux différents modèles sociaux qui existent entre les États. La France n'a pas du tout le même modèle social que le Royaume-Uni, par exemple. Avec l'Allemagne, il y a quand même des points de divergence. Et donc, eh bien finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Europe sociale est incompatible avec une Europe qui chercherait au final une plus forte croissance économique? Je m'explique. Vous prenez par exemple le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce sont deux pays effectivement qui affichent de très bons résultats, en tout cas meilleurs que nous, macroéconomiques, avec un meilleur taux de chômage et pour le cas de l'Allemagne, un déficit budgétaire qui est quand même contenu, ça ferait bien envie. Néanmoins, derrière ce taux de chômage, il se cache quand même une très grosse précarité, des contrats courts qui sont relativement fréquents. Est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie pour l'Europe sociale? Et donc, est-ce que l'objectif social de l'Europe il est incompatible avec un objectif purement économique? Qui veut répondre? Le lien entre performance économique et objectifs sociaux. Moi, je peux répondre. Essayer, en tout cas, pour dire déjà qu'il y a aussi des contre-exemples, parce qu'il y a des pays, notamment en Europe du Nord, qui ont de très bons résultats, avec pour autant une protection sociale forte. Et puis, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que le réel enjeu à venir est bien un enjeu de qualification. On le voit dans toutes les études. Il y aura à la fois l'avenir, c'est sûrement la destruction d'un grand nombre d'emplois peu qualifiés et la création d'emplois qui le seront beaucoup plus. Et donc, l'enjeu numéro un, c'est comment
finalement accompagner la montée en compétences. Donc je crois que c'est d'ailleurs le parti enfin un des axes de la Commission, que de dire finalement cet enjeu est prioritaire et cet enjeu de formation. Donc tournons-nous vers plus de qualifications. C'est pas incompatible non plus avec plus d'Europe et plus de droits sociaux. Au contraire, accompagnons tout le monde vers finalement une montée en compétences. Monsieur Bertrand, oui, allez-y. Il y a un rapport sur la compétitivité, je crois, qui a été publié hier, qui montre une chose. C'est que la compétitivité n'est absolument pas antinomique avec solidarité et haut niveau d'exigence sociale. Absolument pas. D'ailleurs, en Europe et hors Europe, je pense notamment au Canada et à Singapour, je crois que demain il y a l'intervention du vice-premier ministre de Singapour, ce ne sont pas les pays les moins disants socialement. La vraie question, c'est l'efficacité du modèle social et de savoir comment vous mariez un certain nombre de choses. Vous l'avez dit, santé, éducation, accès à la santé, en utilisant notamment aussi aujourd'hui les nouvelles technologies. Tout ceci, ajouté à une fiscalité stable et bienveillante, une attitude de l'administration favorable aux entreprises, c'est-à-dire des pays vraiment pro-entrepreneurs, pro-business, c'est ça qui fait un ensemble. Et c'est certainement pas de faire des économies sur le modèle social. La vraie question, c'est dans le modèle social aujourd'hui, quand vous alliez ça avec la compétitivité, quel est l'objectif numéro 1? Est-ce que c'est la question de lutter contre le chômage? Mais si vous dites ça exclusivement, vous oubliez ceux qui sont beaucoup plus nombreux que les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent ou qui ont travaillé et qui ont un pouvoir d'achat indécent. Quand dans un pays comme le nôtre, vous avez aujourd'hui des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est un pays qui ne va pas bien. Quand vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont à moins de 1 000 € par mois, jusqu'à la fin de leur jour, c'est un pays qui ne va pas bien. Et quand vous avez un adulte handicapé qui a 808 € par mois jusqu'à la fin de ses jours, c'est un pays qui ne va pas bien. Et la vraie question qui se pose, et ce n'est pas seulement des mesures sociales ou de solidarité qui jouent pour cela, c'est ça qu'il faut redéfinir. Et vous m'excuserez, je pense que c'est ce modèle social français qu'il faut réinventer, redéfinir, avant de penser que la seule solution est européenne pour nous. Merci. Eric Weinhocker. Je crois qu'on est tout à fait d'accord au sein des participants sur cette question. Mais je crois que c'est une question sur laquelle les économistes se sont trompés pendant longtemps, à mon avis. Traditionnellement, on pense que c'est vraiment un arbitrage et qu'on peut avoir croissance et compétitivité ou protection sociale, qu'on peut avoir innovation et opportunité ou qualité et justice. Et il y a un manuel bien connu, The Big Trade-off, qui parle de cela et que beaucoup d'économistes ont lu. Alors, dans notre institut, et les travaux menés dans bien des endroits montrent que c'est faux et que c'est un recul. La clé de la croissance économique est l'inclusion économique. Et la croissance viendra du fait d'inclure les gens dans l'économie, participer au marché, accroître ensemble le savoir et les compétences, de manière à créer des produits, des services et contribuer à la société. Et les économies inclusives se développent alors que les économies qui excluent les gens ont tendance à ne pas se développer. Alors parler de dire il faut de la croissance pour ensuite pouvoir redistribuer et inclure les gens, en fait ce qu'il faut c'est inclure les gens pour pouvoir croître. Donc la question est de savoir comment faire en leur apportant les compétences, les opportunités, l'éducation, les soins de santé, l'infrastructure et la protection pour qu'ils puissent prendre des risques et un traitement juste sur le marché de l'emploi pour qu'ils puissent participer à la vie active et gagner un revenu décent par leur contribution à la société. Et nous prendrons trois dernières questions. Une là, et nous conclurons avec ça. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi, donc je vous demande d'être aussi précis que possible. Oui, bien sûr. Je m'appelle Louis Padou, j'ai juste une question un peu plus générale, mais qui me semble quand même importante. On a parlé de modification, de réforme et de convergence au niveau européen. Moi, on a vendu le rêve européen dans les années d'après-guerre.
Et ça s'est traduit par le traité de Rome en 1957, qui était porté par Robert Schuman et Jean Monnet. Mais aujourd'hui, ça a été dit, il y a un désaveu de l'Europe, de ses institutions, et une explosion à la fois des démagogistes et des euroscepticismes, et d'une forme de repli dans des formes de nationalisme, voire de communautarisme. Donc ma question, elle est simple à ce niveau-là. Ne faut-il pas, d'une certaine façon, réenchanter le rêve européen, peut-être par des réformes de structure et une simplification de l'édifice européen, qui était déjà difficile à gérer quand on était moins, mais qui aujourd'hui à 27 est devenu peut-être ingérable, et avant d'engager des réformes plus techniques, au sens certes important et qui doivent aller dans le bon sens, mais qui semblent assez éloignés des problématiques de citoyens qui ne croient plus en l'édifice européen et qui ne croient plus nécessairement en la politique, comme ont pu le prouver les différentes échéances électorales, notamment en France, où on a eu des taux d'abstention records. Merci. Merci. Réenchanter l'Europe, je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part, mais visiblement, ça reste une nécessité. Monsieur ? Oui, merci. Oui, Jacques Toledano, Grenoble. Je voulais les différentes solutions que vous préconisez, M. Xavier Bertrand, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà les expérimenter, sinon les appliquer avec obligation dans le cadre des entreprises multinationales, par exemple, qui sont présentes en Europe dans plusieurs pays, et avec la collaboration, enfin, je ne sais pas si le terme est bon, hein, avec les syndicats, pour tout de suite vérifier les faisabilités et tout de suite corriger aussi sur les défauts éventuels qui pourraient être constatés. Au moins, ça ouvrira un chantier important pour que les différentes PME puissent suivre. Alors, imposons d'abord les entreprises multinationales présentes en Europe. Merci. Et là-bas. Merci beaucoup. Loïc Moutot, Société Mars. En fait, ma question, elle est sur la construction, on va dire, d'une Europe sociale. Si on anticipe une énorme évolution du marché du travail à venir, à travers les nouvelles technologies, est-ce qu'on ne peut pas anticiper une construction de l'Europe sociale par le haut, c'est-à-dire en anticipant l'évolution du marché du travail, et une hypothèse étant, et la mobilité sociale notamment, une hypothèse étant de faire porter les droits ou les acquis sociaux sur les individus plutôt qu'à travers des conventions collectives, des entreprises, etc., qui permettraient à la fois de protéger un peu plus, mais en même temps d'encourager une certaine mobilité à l'intérieur de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Donc, 3 questions assez différentes. Est-ce qu'il faut réenchanter l'Europe? Je crois que ça, c'est pour Xavier Bertrand. L'exemple des multinationales et est-ce qu'on peut anticiper l'Europe sociale? Est-ce qu'il faut un nouvel optimisme européen? Oui, moi qui suis profondément attaché à mon pays, je vous le dis, 66 millions de Français, tout seuls, face aux Chinois, aux Américains, aux Indiens et aux Russes, c'est pas possible. On ne peut pas réussir. Et donc, c'est vrai que cette idée européenne, elle a toujours de la pertinence. Derrière ça, est-ce qu'il y a les institutions qui sont à faire bouger? Oui, je le crois. Je n'ai pas d'appétit prioritaire pour ces questions institutionnelles, mais elles doivent se poser rapidement avec une idée derrière. Pour quelle finalité? Et que l'on arrête de grâce de mettre souvent en matière européenne la charrue avant les bœufs. Je n'ai pas parlé de Schengen, j'aurais pu en parler. On l'a vu encore une fois. Deuxième question, est-ce qu'on n'expérimenterait pas sur les entreprises et autres? Oui, tout à fait, je pense que c'est une bonne voie, mais on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que l'un des sujets numéro 1, c'est quand même la convergence, notamment en matière fiscale, et d'éviter aussi que certains bénéficient pendant longtemps de la passivité, beaucoup moins aujourd'hui, on l'a vu avec l'amende record de Google, très bien fait. C'est que sur tous ces sujets, je pense que c'est un bon secteur pour avancer notamment. Et le dernier point qu'évoquait monsieur, c'est la question de l'évolution du monde du travail. Oui, mais alors sous toutes ces facettes, mais ce qui est vrai, je pense qu'il y a un consensus là-dessus en France aujourd'hui, qui doit-on protéger? Les salariés ou les emplois? La réponse est évidente. Ce sont bien évidemment les salariés parce que l'emploi à vie, c'est maintenant terminé depuis bien longtemps, mais qu'on doit être capable d'accompagner. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le sujet sur l'Europe sociale est avant tout la coordination. Et le premier point sur lequel on peut faire ses preuves, c'est de lutter contre les fraudes à cette coordination.
Et sur nombre de sujets, l'Europe pourrait faire la preuve qu'elle est efficace si elle s'en prend aux abus, aux contournements ou aux fraudes, à toute cette coordination qui est particulièrement souhaitable, notamment dans le cadre de la mobilité. Mais pour le reste, je n'impose mon point de vue à personne, mais je le redis pour être clair, parce qu'on est intervenu sur beaucoup de sujets. Je pense que ce qui est du ressort national aujourd'hui impose au gouvernement de moderniser enfin nos systèmes sociaux. Nous ne pourrons pas faire croire que c'est le saut en avant dans l'Europe sociale qui réglera les problèmes que l'on doit régler nous-mêmes, que l'on aurait dû régler depuis bien longtemps. Merci. Claire Toumieux, sur les multinationales, vous voulez réagir? Micro. Non. Oui, c'est vrai qu'on se dit que les multinationales, on se dit souvent qu'elles ont davantage les moyens de pouvoir expérimenter un certain nombre de réformes. Mais c'est vrai que tout ne peut pas non plus être... les enjeux sont assez différents. C'est vrai que tout ne peut pas être ensuite transposé à la PME. Je reste assez convaincue quand même qu'il est assez sain d'avoir un droit un peu à géométrie variable quand même selon la taille des entreprises. Merci. Eric Beinhocker, any final thoughts? I want to just touch on. Oui, je voulais simplement réagir sur la question du rêve européen, parce que je pense que c'est une question très importante. On a besoin de rêve, on a besoin d'aspiration, et l'Europe est passée par des périodes très difficiles, et je pense qu'elle ferait bon usage d'un peu d'ambition et d'optimisme aujourd'hui. Alors on pourrait prétendre que... je proposerais, sur ma proposition, on a besoin d'une Europe plus flexible et on perdrait l'objectif commun et le rêve commun. Et moi, je dirais qu'il faut le faire le contraire et vraiment ravigorer le rêve européen. Et l'Europe a plein de projets communs sur lesquels elle peut travailler ensemble, même au niveau des structures, la transition vers une économie plus propre. Par exemple, la transition énergétique, il y a beaucoup de consensus partout en Europe. Et l'Europe va devoir être un leader là-dedans, compte tenu de ce qui se passe dans le monde. La deuxième chose, c'est la réinvention de l'Europe sociale, de montrer au monde ce qu'un modèle moderne d'inclusion sociale, à quoi il ressemble. L'Europe, c'est peut-être le meilleur endroit dans le monde pour faire cela. Et en troisième lieu, le monde a besoin de plus de leadership européen. Moi, mon pays est en... C'est une catastrophe, comme vous le savez, vous l'avez remarqué chez moi. Aux États-Unis, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Combien on va avoir ce vide sidéral. Bon, on peut, je pense, faire usage on bénéficierait d'une voix européenne plus forte sur beaucoup de problèmes dans le monde. Mais je pense que le rêve américain est toujours vivant, le rêve européen, je vais y arriver, est toujours vivant et il faut qu'il soit encouragé. Merci beaucoup pour ce... Américain, pour les Européens. Nous avons... je crois que nous sommes tombés d'accord dans cette session sur l'importance, sur notre attachement d'abord au modèle social européen. Il existe, il faut le moderniser, il faut l'adapter. Il y a toujours un vrai besoin d'Europe sociale avec des enjeux communs aux pays de l'Union, des enjeux démographiques, économiques, technologiques. En même temps, on ne peut pas se dispenser de réfléchir à redéfinir l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui? Quelles sont ses priorités? Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour réinventer ou adapter l'Europe sociale, il faut sans doute d'abord recréer de la richesse, rebâtir la confiance et surtout améliorer la coordination et surtout retrouver de la volonté politique. Voilà. Et puis, je crois que nous sommes d'accord aussi sur le fait que la compétitivité et la protection sociale ne sont pas antinomiques. La vraie question, c'est celle de l'efficacité, les économies inclusives croissent mieux que les autres. Il faut donc identifier les meilleurs investissements pour y parvenir. Voilà. Mais le rêve européen reste essentiel. Merci à tous pour votre attention sur ce sujet difficile et merci pour votre participation.